Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Cyber, le premier rendez-vous de la confiance numérique que j'ai le plaisir de vous proposer et de présenter. Aujourd'hui, à la une, on va s'intéresser à la sécurité des agents IA, l'IA agentique. Ce sera notre grand sujet avec deux experts et un DSI en plateau. Et puis au programme de cette édition également, on aura l'interview RSSI avec Julien Mousqueton, un focus solution sur le marché des logiciels de gestion des risques. Et le rendez-vous Culture C lui sera consacré aux journées francophones de la sécurité. Mais d'abord, je vous propose notre rendez-vous, l'alerte cyber. Attention, c'est les soldes. L'alerte cyber s'arrête aujourd'hui sur un bilan 2025 de ce qui s'est passé en matière d'attaque et puis un focus sur le début d'année. Et pour cela, j'ai le grand plaisir de recevoir Laurent Verdier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur sensibilisation et pédagogie au sein du groupement d'intérêt public cybermalveillance.gouv.fr. La fin de l'année 2025 a été marquée notamment par une cyberattaque contre le groupe La Poste. Quelles sont plus largement toutes les leçons qu'on peut retenir de cette année 2025 en matière de cybersécurité ? Alors vous qui suivez très finement, je n'en doute pas, l'actualité cyber, et vous l'avez suivi en 2025, vous avez pu constater qu'effectivement les cyberattaques ne baissent pas. Alors de grandes enseignes comme La Poste ont été victimes d'attaques, mais ça ne doit pas nous faire oublier et masquer que nos entreprises aujourd'hui sont des cibles d'intérêt pour les cyberattaquants. D'une part, elles disposent d'une trésorerie, donc elles sont susceptibles de pouvoir payer, mais elles hébergent également de nombreuses données. Celles de leurs collaborateurs, celles des clients, celles des prestataires ou des fournisseurs. Donc au niveau 2025 et en cette fin d'année, on a vraiment noté l'augmentation significative d'attaques comme effectivement la violation de données, c'est-à-dire que des attaquants... Ce n'était pas le cas dans l'attaque de La Poste, juste pour qu'on mette bien les choses au clair. Tout à fait. Sur La Poste, c'est vraiment une attaque par déni de service. Voilà, il s'agit... Pour faire dysfonctionner les services publics. D'une attaque en saturation, qu'on appelle en saturation, c'est-à-dire qu'on va bombarder, entre guillemets, de requêtes et de données des systèmes jusqu'à ce qu'ils se déconnectent. Or, effectivement, nous, vraiment la menace montante qu'on perçoit pour les PME, les TPE, les entreprises, c'est tout d'abord... La violation de données. Alors, la violation de données, également le faux ordre de virement. Oui. Le but des attaquants étant de générer, de créer ou de se substituer à un virement légitime ou d'en créer un de manière imprévue. Et pour cela, de tromper, de mettre en échec les process internes d'une entreprise s'ils existent pour pouvoir provoquer ce virement sur un compte bancaire qu'ils tiennent. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui augmente de manière significative. Donc, puisque là, l'arnaque et l'attaque au faux virement. Voilà, donc l'attaque qui consiste à se faire passer pour un client ou en tout cas dans le cadre d'une transaction commerciale fondée, mais à tromper le service financier de l'entreprise pour générer ce faux virement. D'accord. Et le mode opératoire, c'est quoi? C'est un mail qu'on reçoit au départ? Ça passe toujours? Alors souvent, il n'y a pas de règle systématique, mais souvent, l'origine de cette attaque se trouve dans le piratage d'une boîte de messagerie, d'un compte de messagerie, d'un fournisseur, d'un prestataire, et justement l'utilisation frauduleuse, la réutilisation frauduleuse de ces boîtes de messagerie, de manière à s'insérer dans une relation commerciale. Et au dernier moment, par exemple, on va changer le RIB du destinataire et du bénéficiaire du virement pour pouvoir récupérer les fonds au préjudice du payeur et également du vrai bénéficiaire de cette transaction commerciale. Et effectivement, la violation de données, donc deuxième grosse menace qu'on voit augmenter de manière significative. Là, les entreprises, comme je l'ai dit, sont des cibles d'intérêt puisqu'elles hébergent beaucoup de données. Donc, s'introduire frauduleusement sur le système d'information de l'entreprise pour les attaquants afin d'aller altérer, exfiltrer et réutiliser frauduleusement les données des clients, des collaborateurs, des prestataires, par exemple, en usurpant leur identité. Voilà. Donc, on est vraiment sur des éléments qui augmentent significativement, sans oublier
les fameux rançongiciels, les ransomware, ces programmes malveillants qui vont chiffrer, c'est-à-dire rendre inaccessible l'ensemble des données d'une entreprise qu'elle possède sur son système d'information en échange du paiement d'une rançon. Et oui, tout ça, ça continue. Et là, donc là, 2026 démarre par la période des soldes. Tout à fait. Donc là, on va s'adresser pas seulement aux entreprises, mais à tous les citoyens qui cherchent la bonne affaire. C'est aussi le moment où on peut tomber sur une arnaque et être victime de cyberattaquants. Alors, ce sont même des périodes, j'ai envie de dire, privilégiées par les attaquants pour justement lancer des grandes vagues d'attaques pour la bonne et simple raison que, quelle que soit la période promotionnelle, ça peut être le Black Friday, ça peut être la période des fêtes, ça peut être les soldes d'hiver, on est tous à la recherche de la bonne affaire. Et donc, on va être beaucoup plus sensible à des campagnes d'hameçonnage qui nous promettent des réductions significatives. Et bien entendu, les attaquants le savent bien et réitèrent régulièrement. Et nous publions très régulièrement sur cybermalveillance.gouv.fr des articles justement pour alerter nos différents publics sur les points de vigilance à adopter pendant ces périodes promotionnelles. Juste très rapidement, justement, un conseil, une recommandation pour les téléspectateurs alors, le premier conseil, et je pense que vous l'entendrez bien, c'est de garder tout son bon sens et sa vigilance naturelle, même face à l'affaire du siècle, ce qui peut sembler être l'affaire du siècle. Ça, c'est la première chose, prendre toujours un petit peu cette distance par rapport à l'offre promotionnelle. Pour nous, il y a 2 temps. Il y a avant l'achat et il y a pendant l'achat. Avant l'achat, bien entendu, comparer les offres. Se méfier des taux de réduction colossaux, moins 90%, moins 95%. Trop beau pour être vrai. Voilà, trop beau pour être vrai. Vérifier la notoriété du site. Où est-il situé? Est-ce que c'est une enseigne connue qui est de confiance? En cas de litige, est-ce que ça va se régler en France, en Europe, à l'autre bout du monde? Et ça, c'est vraiment un petit travail de recherche. On ne doit pas céder à l'attraction immédiate d'une affaire. Pendant l'achat, bien entendu, vérifier le caractère sécurisé de la connexion, être vigilant aux différentes étapes de l'achat, s'assurer qu'on est bien sur le site en question et pas sur un site tiers ou un formulaire frauduleux. Donc, être vigilant parce que les attaquants veulent récupérer nos données, le plus souvent bancaires, financières, ou nous faire acheter des marchandises fictives ou qui ne seront jamais livrées. Enfin bref, voilà, on est aussi face malheureusement à ces dérapages et à ces périodes qui... Donc, attention, c'est les soldes. Voilà. Et si jamais vous êtes victime, 17cyber.gouv.fr. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Laurent Verdier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur sensibilisation et pédagogie au sein du groupement d'intérêt public cybermalveillance.gouv. Allez, on enchaîne avec l'interview RSSI. L'interview RSSI, c'est avec Julien Mousqueton, expert en cybersécurité depuis de nombreuses années. Je ne veux pas dire combien. Vous avez occupé plusieurs postes de direction technique au sein d'organisations publiques, privées, notamment chez Computa Center, où vous étiez directeur technique. Vous avez aussi travaillé pour le groupe Agrica, la CPAM de Paris, la banque d'investissement Natixis. Et aujourd'hui, vous êtes le RSSI de Cohesity, qui est un spécialiste américain de la sécurité et de la gestion des données. Alors, ma question sur l'interview RSSI en général, ça commence par quel est votre quotidien? Bonjour. Énorme, Ouais. puisque c'est très large. En général, mon quotidien va commencer assez tôt le matin pour étudier un peu ce qui s'est passé chez nos amis américains, c'est quand même une bonne tendance aussi. Je m'occupe aussi d'un site internet qui s'appelle Ransomware Live, qui recense les victimes de ransomware. J'ai vu ça. Donc je regarde aussi les victimes qu'il y a eu, principalement en Europe et en France, parce qu'on va rester un peu chauvin, mais c'est important, ça donne des tendances. Et puis après, c'est aller voir aussi les clients de Cohesity pour les accompagner dans les bonnes pratiques et surtout expliquer que la cybersécurité, c'est pas que des outils. C'est beaucoup d'humains, du processus, de l'évangélisation et de la formation. Et après, que ce soit moi ou mes collègues, on va accompagner nos clients ou nos prospects. Mais d'ailleurs, quand vous racontez votre quotidien, vous commencez par de la veille, Oui. aller voir vos clients. C'est vraiment quelque chose de très humain. Et la technique, elle arrive quand alors? Alors la technique est une aide finalement dans toute cette chaîne de processus de cybersécurité. Il faut des outils.
Mais les outils ne font pas tout, et on le voit Il faut identifier les bons outils quand même. Alors, il faut utiliser les bons outils, mais même les bons outils, on se rend compte sur certaines attaques qu'il y a eu des victimes de ransomware. Pourtant, ils avaient le top des outils ou qu'on considère comme les meilleurs. Et ça n'a pas empêché l'attaque parce qu'il reste toujours un humain quand même derrière un clavier qui va cliquer, qui va peut-être faire quelque chose de malveillant sans le savoir. Et ça, malheureusement, ça passe par beaucoup de temps d'explication. Et c'est aussi pour ça que le matin, j'aime bien faire toute cette veille pour avoir des cas concrets. Pour expliquer aux clients, ils arrivent beaucoup plus à se projeter, surtout quand on va parler à des utilisateurs finaux. Autant les équipes techniques comprennent assez rapidement parce que c'est aussi leur quotidien. Ouais. On vit la même chose. Mais les utilisateurs, je trouve que c'est important aussi de les sensibiliser et de les sensibiliser avec du concret pour eux. Alors, donc vous l'avez signalé, effectivement, vous êtes le créateur de la plateforme Ransomware Live. Quelles sont les évolutions que vous constatez en matière de ransomware? Parce qu'on a une sorte de hype, j'ai envie de dire, malheureusement, pendant plusieurs années. J'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins maintenant. Est-ce que ça veut dire que la menace est moins forte sur les rançongiciels? Alors, bien au contraire. Je pense qu'on s'est un peu habitué, malheureusement, aussi à en entendre parler. Si on regarde les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est plus d'une saisine par jour en France. C'est énorme. Pourtant, on n'en a pas entendu parler tous les jours. Non. Or qu'on pourrait. Alors bon, il y a les enquêtes où il faut garder des choses secrètes, ou enfin, en tout cas, pas les communiquer tout de suite. Non, je pense que les gens s'y sont habitués, malheureusement. C'est devenu un peu notre quotidien. Et c'est ça un peu qui est aussi le problème. Vous voyez des tendances se dégager à travers cet outil? Alors oui, on voit... Alors ça augmente. Déjà, la tendance augmente, est à peu près régulière dans l'augmentation ces 2 dernières années. Et je me rends compte qu'il y a une menace dont on parle peu, qui s'appelle les infostealers. Ce sont des programmes malveillants qui vont finalement récupérer des logins mots de passe. Et les gens, par facilité, souvent utilisent les mêmes. Et c'est souvent par là qu'on voit les premiers accès sur des attaques. Effectivement, et c'est un excellent sujet, les infostealers, mais c'est très bien parce que je cherchais des experts, donc c'est comme ça, on pourra en reparler ensemble. En attendant, est-ce que vous constatez des écarts de maturité en matière de cybersécurité, de résilience au sein des organisations? Oui, c'est très épars, c'est pas toujours les plus gros qui sont les mieux protégés. Ouais. Alors globalement, on va dire quand même si, puisque les plus gros on subit souvent, je pense principalement au monde bancaire, subit des réglementations fortes depuis de nombreuses années. Il y a DORA depuis 1 an, en fait, les 1 an de DORA. Ouais. Mais même avant, il y avait d'autres réglementations qui imposaient quand même des choses au niveau... On n'appelait peut-être pas ça de la cyber-résilience, mais il y avait déjà de la résilience. Et donc, ils sont quand même assez près. Aujourd'hui, moi, ce que je me rends compte, c'est plutôt... On doit encore quand même évangéliser dans les organisations qui ne sont pas surréglementées en matière de résilience. Le RSSI doit encore évangéliser au sein de ces comités de direction. Comités de direction et aussi auprès de ses utilisateurs, puisque c'est aussi, comme je disais, c'est la personne qui est derrière le clavier qui peut des fois être la personne malveillante sans que ça soit intentionnel. Ouais. Et donc ça, pour moi, voilà, c'est les moyennes entreprises, puisque c'est elles qui finalement ont de l'argent, globalement. Alors les gros, oui, mais je veux dire, par rapport aux petites, ouais. Il y a de l'argent. Et souvent, ils n'ont pas des systèmes qui sont toujours bien faits, ou les processus, les procédures. Moi, je milite énormément pour faire des simulations de crise. On a des exercices chez Cohesity où on simule des attaques de ransomware. Et vous mobilisez l'ensemble des métiers lors de on demande à le faire. Après, ça dépend des entreprises. Ouais. Mais oui, moi, j'ai eu la chance d'être un animateur à l'exercice Rempart de l'Annecy l'année dernière. Et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait tout le monde, que ça soit la RH, les métiers, pas que des gens techniques. La communication, très important aussi, que ça soit interne ou externe. Le juridique aussi. Le juridique, bien entendu, la finance. Ouais. Parce que comment on fait quand on n'a plus accès au compte bancaire ou autre, quand il y a des urgences. Si je reprends l'exemple de Rempart qui m'avait marqué, moi je travaillais sur un exemple d'école, d'une mairie, il n'y avait plus de couches. Comment on fait? Est-ce qu'on peut aller au supermarché acheter des couches ou pas? C'est des petites choses bêtes, mais voilà, et on se rend compte qu'il y a plein de choses auxquelles il faut penser. Et sans les exercices, je mets souvent ça, je rapporte souvent ça un peu avec les sportifs, avec la mémoire des muscles. Oui. Et c'est tout à fait ça, il faut s'entraîner. C'est de l'entraînement. Merci beaucoup, Julien Mousqueton, d'être venu témoigner en tant que RSSI de Cohesity. On enchaîne, on va parler de la sécurité des agents IA.
À la une de ce talk, on va parler de la sécurité des IA agentiques, donc des agents IA. Pour en parler autour de la table, 3 experts. Thibaut Meyer, directeur des stratégies de sécurité chez Google Cloud, qui a commencé sa carrière à l'ANSSI, puis à l'Assemblée nationale comme ingénieur sécurité, avant d'occuper les fonctions de RSSI, DPO. Il a également été responsable de la cybersécurité à la présidence de la République et a travaillé à la Banque de France sur les enjeux liés à la régulation bancaire. À côté, Bernard Montel, directeur technique terrain, évangéliste cybersécurité chez Tenable, une entreprise de la cyber évidemment, spécialiste de la gestion de l'exposition aux risques cyber, titulaire d'un Master of Science en réseau et sécurité et d'un Master 2 en intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est important que je le précise. Plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la sécurité avec tout ça. Et puis Alain Issarni également avec nous, qui a occupé le poste de DSI à la Direction générale des impôts, la Direction générale des finances publiques, la Caisse nationale d'assurance maladie. Il a également été le président exécutif de NumSpot, qu'on connaît tous pour être l'initiative consortium, un consortium en fait, pour faire émerger un cloud français souverain. Et aujourd'hui, Alain est directeur général de SIAM, Société de conseil en innovation et de transformation des organisations. Alors, je voulais commencer avec l'étude de Tenable Research. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, mais évidemment, mais c'est intéressant parce que c'est un cas d'étude qui a été menée avec Microsoft Copilot Studio pour créer un agent de voyage automatisé qui va être chargé de gérer les réservations clients à partir des données personnelles et bancaires fictives d'utilisateurs. Alors, il faut nous raconter ce qui s'est passé. Eh bien, on a une équipe de recherche qui a voulu voir un petit peu comment on pouvait détourner un agent IA. Alors, on a créé une fausse agence de voyage. Oui. C'est pas pour aller chercher des informations sur faux utilisateurs, fausse agence de voyage. Exactement. On a utilisé des donc vrais agents IA. Mais vrais agents IA développés avec ce qu'on appelle du no-code. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de développeur, on fait du prompt et on instancie du coup un agent IA pour pouvoir faire des réservations. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a utilisé l'un des risques majeurs sur l'IA, ce qu'on appelle l'injection de prompt. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on va parler à l'agent et on va essayer de le détourner. On va essayer de lui donner des instructions et non pas de l'utiliser comme si on était un simple utilisateur. Et c'est ce qu'a fait notre équipe de recherche. Et c'est ce qu'elle a fait facilement ? Elle a fait ça assez facilement. Alors, tout est documenté, tout est public. Vous pouvez voir que très rapidement, l'agent a été d'abord créé avec des instructions, puisque c'est du prompt à 100%, pas de code. Et parmi ces instructions, on a aussi des instructions de sécurité. Attention, si quelqu'un te demande quelque chose, vérifie d'abord l'identité. Ouais. Surtout, ne remonte pas des informations d'un autre client. D'accord ? Et en forçant un peu la main à l'agent, on y est arrivé. Notre équipe lui a demandé, en fait, plus précisément, normalement, il a été programmé avec une instruction pour remonter une information. Et l'agent a détourné cette limite en faisant une boucle et en remontant plus d'informations. Et donc, c'est comme ça que l'utilisateur a pu avoir, par exemple, le numéro de carte bancaire et les détails des autres réservations des autres clients. Et on est allé même jusqu'à réserver une chambre gratuite. Donc, ça pose un peu le contexte de notre discussion. Ça fait un petit peu froid dans le dos. Donc, on se dit, oulala, donc c'est si facile que ça, finalement, de manipuler des agents IA ? Je passe la main. Alors, en effet, les agents IA vont présenter des menaces. Alors, on vient de parler de l'injection de prompt, qui existe aussi sur les modèles. Et donc, évidemment, ces agents qui s'appuient sur des modèles lorsqu'elles ont besoin de lancer des actions, faire appel à des outils extérieurs, sont aussi, on va dire, exposés à ces menaces. Les agents sont aussi exposés, par exemple, aux menaces d'hallucination du modèle sous-jacent. Oui. Donc, il y a aussi ce risque-là. Ouais. Voilà, tout ce qui est interprétation des données. Encore une fois, les agents vont agir pour le compte d'un utilisateur ou pour le compte d'une organisation sur des outils externes. Donc, il faut être extrêmement attentif à tout ce qui est permission, droit d'accès, avoir vraiment des contrôles qui permettent de mesurer et de canaliser les actions de ces agents et puis surtout de pouvoir les surveiller. Parce que là aussi, dans l'expérience menée par Tenable Research, c'était sur un outil, vous l'avez précisé, no-code. C'est-à-dire une manière assez simple de fabriquer un agent IA. Est-ce que ça veut dire que ça représente plus de risques quand on passe par une plateforme comme celle-là ?
Alors, pas forcément celle-là, on n'a rien contre cette plateforme en particulier. Oui, la réponse est oui. Tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que à partir du moment où on utilise un système où on n'a aucune expertise finalement dans le code qui va être généré, ces plateformes peuvent générer des codes avec des vulnérabilités ou des problèmes de configuration. Donc, quand on n'est pas du tout expert et qu'on utilise juste du prompt pour faire du no-code, eh bien, on a peu de possibilités, finalement, de comprendre ce code, puisqu'on n'est pas du tout expert, et évidemment, de le fixer si on a des problèmes de configuration ou de vulnérabilité, et c'est ce qu'on a mis en exergue. Alors, Alain, vous représentez un peu les DSI, je veux le dire. Je vais essayer de me souvenir de mon ancienne casquette. C'est des années d'expertise que je compte sur vous pour m'éclairer. Au sein d'une DSI, est-ce qu'aujourd'hui, l'arrivée d'IA agentique, ça peut être une source d'angoisse? Alors, l'IA en général est une source d'angoisse. Donc, on parle de l'agentique. Il faut savoir que l'agentique, en fait, souffre de toutes les difficultés et les risques de l'IA générative. Sauf que c'est juste démultiplié au nombre d'agents que l'on peut y mettre. Ouais. La DSI, en fait, on parle de l'état de l'art. Les DSI sont souvent très loin de cet état de l'art. L'IA agentique, qui le fait réellement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, la difficulté, c'est que le DSI est tiraillé. L'IA, il faut absolument faire de l'IA au sein d'une DSI, au sein d'une entreprise. Il faut y aller. Et donc, on vend, entre guillemets, du rêve, on dit il faut faire énormément de choses et il faut y aller. Et oui, c'est une angoisse parce que, en fait, ça va très vite, c'est difficile à maîtriser et on multiplie la surface de risque et la surface d'attaque. Quand on parle d'IA agentique, en fait, on multiplie la surface d'attaque. C'est tous ces agents-là, en fait, sont autant de pouvoirs possibles pour venir attaquer le système d'information, autant de choses à essayer de régler et de réguler. Sur quelque chose qu'on ne connaît pas encore très bien, voilà, c'est ça, en fait, où les DSI peuvent se retrouver un peu en débutant. Exactement, qui est en pleine mouvance. Cette nouvelle solution. En gros, tout le monde aujourd'hui sur l'IA a fait ce que l'on appelle le CQGPT. Vous voyez ce que je veux dire, c'est le chat GPT, mais sécurisé parce qu'on dit on ne peut pas faire confiance, on ne veut pas mettre des données, on en fait un en interne. Du coup, tous les utilisateurs râlent en disant finalement il est nul. Et du coup, récemment, il y a 2 exemples d'abandon de CQGPT. Je pense que vous l'avez vu. La Société Générale a annoncé de passer de leur SGGPT à Copilot, je crois. SOGPT. SOGPT. Ah ben, pardon. et je comprends que Albert est en passe plutôt d'être arrêté aussi. Albert, l'IA pour les services publics. Oui. Donc oui, tout le monde a essayé de faire cela, mais ça va extrêmement vite. Même en faisant ça, en fait, 2 ans après, c'est dépassé, il faut passer à autre chose. L'IA agentique, en fait, c'est tout nouveau. L'IA générative, c'est quoi? C'est octobre 2022. L'IA agentique, où les principes, en fait, sont beaucoup plus récents que ça. Ouais. Ce qu'on appelle MCP, et je ne vais pas rentrer dans la technique parce que je ne suis pas le meilleur technicien là-dessus. En gros, ce que l'on a appelé la prise USB-C de toutes les IA génératives pour pouvoir les connecter un peu partout. Ça date de octobre 2024. Anthropic qui sort ça. On parle d'un protocole. Aujourd'hui, c'est un protocole de fait, mais ce n'est pas un vrai protocole. En avril 2025, donc c'est Google qui sort A2A. C'est comment faire dialoguer des agents entre agents. Donc là, on est il y a moins d'1 an. Ouais, c'est sûr, tout ça est très récent. Et la semaine dernière, Google a annoncé, comment ça s'appelle? UCP. Là, c'est le commerce protocole. Exactement, c'est le commerce agentique. Ouais. Ça fait un peu froid dans le dos, si j'ai bien compris. C'est comment désintermédier en fait tous les acteurs de vente et puis acheter vis-à-vis de Google. Ouais. Donc ça attire une petite lumière un peu différente, qui est, j'allais dire, le sujet de dépendance, qui est un autre sujet et dont on pourrait parler. Donc ça peut potentiellement créer une dépendance énorme. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on est en pleine explosion. Tout est en train de changer à longueur de temps. Les plus avancés, que ce soit Google ou d'autres acteurs, en fait, avancent très vite et créent des choses. Mais la DSI, elle est juste très très loin de ces sujets-là. Et pourtant, elle ne peut pas faire l'économie de s'y mettre. Elle est obligée.
Quelle est... Oui, ouais. pardon. Non, Parce que vous avez indiqué des... Parce qu'on est qu'à l'introduction, là. Ah, pardon. Quelle est justement la vision de la sécurité des agents IA de Google qui est particulièrement en avance sur ce sujet? Alors déjà, en effet, c'est un domaine qui avance très vite, qui évolue très vite, et donc voilà, c'est un cadre aussi de sécurité qui évolue. D'abord, j'aimerais rappeler là, ce que disait Bernard. En effet, un agent, ça reste du code, donc il ne faut pas oublier toutes les bonnes pratiques que l'on avait employées depuis 10-15 ans maintenant sur la sécurité du code, donc les revues de code, voilà, faire du code propre, sécurisé, parce que voilà, c'est aussi un moyen de contourner les contrôles de sécurité et voilà, de faire à l'agent des actions potentiellement malveillantes. Donc ça, c'est une première partie, c'est voilà, garder ce qu'on parlait de l'état de l'art. Hein. Pas croire aux baguettes magiques. Quoi. Voilà, c'est pas magique, ça reste du code, et donc voilà, il faut aussi travailler sur, on va dire, la sécurité, travailler aussi sur tout ce qui est autour, hein, la sécurité de l'infrastructure. On parle d'échange de données, donc il faut sécuriser ces échanges de données, aussi bien les données d'entraînement qui vont servir pour entraîner les modèles, qu'ensuite les données d'utilisateurs qui vont aller alimenter, on va dire, ces agents et leurs réponses. Donc toute cette sécurité qui tourne autour de l'environnement des agents doit être important. Et puis ensuite, tout ce qui est aussi supervision humaine, on l'a dit, il peut y avoir des hallucinations, il peut y avoir des contournements de contrôle de sécurité qui sont construits dans ces agents. Voilà, il faut qu'il y ait une supervision. Alors, soit une supervision faite, on va dire, probabilistique par d'autres agents qui jouent un peu le rôle de gardien, soit une supervision et des contrôles plus déterministes, en dur, où on dit, ben voilà, telle action est interdite quoi qu'il arrive, et on bloque l'agent sur certaines de ces actions. Il faut garder la main, en fait, la maîtrise. Est-ce que, parce qu'on parle de surface d'attaque qui augmente finalement à mesure qu'on laisse davantage finalement d'outils numériques et informatiques prendre la main sur des actions, est-ce que vous diriez que ce sont des menaces maintenant invisibles, qu'on va avoir davantage de difficultés à les identifier? Ben, pour reprendre ce que vous disiez, on est en pleine explosion, on est en pleine exposition. Je pense qu'aujourd'hui, ça va tellement vite. Je pense qu'un des mots clés de l'IA au sens large et des agents IA qui arrivent à vitesse grand V, c'est vraiment le mot vitesse. Le métier demande d'aller très très vite, ce qui fait qu'on va utiliser des outils qui sont le plus simples possible pour mettre en place. D'accord ? Donc ça explose, ça part partout. Et cette surface d'attaque, eh bien, elle est exponentielle, tout simplement parce qu'elle est exposée de manière beaucoup plus rapide qu'auparavant. On n'a pas le temps de voir arriver un projet qui a été développé sans code, qu'on est déjà exposé. Mais si on décide quand même de faire attention, de ne pas aller trop vite, de créer des contrôles, est-ce que la menace sera forcément visible? Est-ce que les agents ne risquent pas de masquer finalement des attaques, des menaces, créant des couches, finalement des sous-couches d'action sur lesquelles je n'ai plus tellement de vue? Je pense que cela aussi, c'est le rôle de ces cadres de sécurité, de ces mesures qui doivent prendre en compte la visibilité des actions, tout ce qui est monitoring, tout ce qui pour être capable de surveiller. C'est-à-dire qu'il y a des alertes en fait après chaque action. Exactement, comme Et ça, c'est possible. Lorsqu'on enregistre les actions d'utilisateurs pour vérifier qu'il n'y a pas d'action malveillante qui se glisse dans toutes les actions légitimes dans une organisation. Il faut faire la même chose, cette même démarche avec les agents, vérifier que les actions qu'ils font, que l'identité qu'ils occupent, que les permissions qu'ils ont sont bien restreintes. Voilà, C'est un nouveau champ de la cyber finalement aussi qui va se développer. Vous voyez ça comme ça? C'est un nouveau champ dans la surface d'attaque. On a eu les réseaux. Du côté des protections, du côté des solutions. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est surtout une évolution, je pense, du périmètre. Parce qu'on reste aussi sur des principes assez fondamentaux. Le principe du moindre privilège lorsqu'on parle d'agents. On parlait de la sécurité du code. Vous avez parlé là dans notre première interview avec Laurent Verdier des attaques en déni de service. Ça peut aussi arriver sur les agents, sur les modèles d'IA. Donc voilà, on réinvente pas forcément tout, mais en tout cas on fait évoluer le périmètre. C'est ce qu'on disait. C'est la surface d'attaque augmente. D'accord. Aujourd'hui, il existe des technologies. Chez nous, chez Tenable, on a une technologie spécialisée là-dedans. On va regarder en fait le comportement de l'activité IA dans une entreprise et de l'activité des agents. On est capable de voir qu'un agent va commencer à faire des activités qu'il ne devrait pas faire suite à la mise en place d'une politique qu'on a définie. Donc il faut identifier
où sont les agences qu'ils font et placer des contrôles en fait un petit peu partout. Quelles seraient les recommandations qu'on pourrait faire justement à une DSI à qui on demande d'accélérer sur l'IA agentique? Oui, mais déjà pour répondre à la question, est-ce que c'est un nouveau modèle cyber ou autre? Ouais. Je ne sais pas si c'est un nouveau modèle, mais en tout cas, c'est beaucoup plus évolué. Ça a été évoqué tout à l'heure, je crois, dans le précédent interview. On sait, les fuites de données, 2025 a battu tous les records. Catastrophique, oui. Et en fait, c'est quoi? Bien souvent, en fait, c'est des comptes à privilèges fonctionnels, ce que j'appelle des comptes à privilèges fonctionnels, c'est-à-dire que quelqu'un, légitimement, a les droits d'accéder à une base énorme. Et là, on n'est même pas sur l'IA agentique. Non. Mais même déjà cela, Ouais. ce que l'on constate, c'est que le niveau de maturité qui peut exister ici ou là rend l'exercice compliqué pour détecter des exfiltrations de données via ces accès fonctionnels à privilèges. Pratiquement toutes les entreprises ont des accès fonctionnels à privilèges. Ce que j'appelle des accès fonctionnels à privilèges, c'est avoir la possibilité d'accéder en fait à toutes les données de la maison, de l'entreprise. Ouais. Vous avez un helpdesk, par exemple, quand vous l'appelez, il ne sait pas que c'est vous qui... quand vous vous présentez, il faut qu'il accède à toute la base pour trouver votre fiche. Donc c'est fonctionnellement normal qu'il y ait des accès à privilèges. Et ces comptes-là doivent faire l'objet d'une sécurisation énorme. On le sait depuis des années. On constate néanmoins qu'il y a des fuites de données qui sont considérables. Et bien souvent, c'est à cause de cela. Donc on peut dire, bah oui, mais ce que je veux dire, c'est que la maturité est telle que même déjà sur ces sujets-là, c'est compliqué. Demain, avec l'IA agentique, ou aujourd'hui avec l'IA agentique, bah en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que potentiellement, l'IA agentique, en fait, on donne des privilèges qui sont beaucoup plus grands, qui peuvent accéder à des bases de données et faire potentiellement la même chose. Donc oui, il y a toujours des bonnes pratiques qui consistent à surveiller pour savoir ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait, mais l'exercice est malgré tout extrêmement compliqué pour distinguer ce qui relève d'une sollicitation normale que d'une sollicitation de type exfiltration des données. Est-ce qu'on a identifié les principales vulnérabilités avec l'IA agentique? Est-ce que c'est les mêmes que celles qu'on connaît jusqu'ici? Alors, Très rapidement, elles sont on arrive déjà globalement à la les fin mêmes. du tour. Elles sont Ouais. globalement les mêmes. C'est des vulnérabilités et des problèmes de configuration. Mais j'aimerais revenir sur ce que vous disiez sur la partie identité. Aujourd'hui, des identités non humaines, c'est-à-dire techniques, applicatives, c'est un ratio de 80 pour 1. C'est-à-dire 80 non humains pour une identité, la nôtre, humaine. D'accord. Il y a une quinzaine d'années, c'était 10 pour 1. Ah oui. Donc en fait, ça, c'est une vulnérabilité. Donc si on regarde bien, l'IA et l'IA agentique, c'est une technologie comme une autre. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur revenir à l'essentiel, revenir au basique. Il faut regarder les vulnérabilités, il faut regarder les problèmes de configuration et surtout les problèmes d'identité, sachant qu'elles sont plus complexes et qu'elles peuvent aller plus loin, particulièrement avec l'IA agentique. Et on dispose aussi maintenant de plus en plus de guides aussi, de cadres de sécurité qui visent spécifiquement les systèmes d'IA et même les agents d'IA. Alors on en a publié un chez Google, le NIST en a sorti un, l'ANSSI a fait un guide également sur voilà, la sécurité pour le déploiement de systèmes d'IA. Donc voilà, on a aussi des risques spécifiques à l'IA maintenant qu'on s'est mieux adressé. Les organisations doivent faire cette analyse de risque. En effet, vous parliez de cartographie, c'est exactement ça, comprendre les risques et voilà, investir là où les risques ont le plus fort impact. Oui, Très rapidement, pour savoir, en recommandation de DSI, c'est le mot de la fin. Oui, il y a plusieurs dimensions. Il y a les cas d'usage, on va faire de l'IA, mais les DSI doivent s'emparer des sujets plus techniques, la façon d'interconnecter tous ces modèles à son système d'information, comment régler tout ça pour éviter d'avoir demain un patchwork. Il est absolument indispensable de créer des patterns d'architecture pour savoir comment on va connecter ces agents IA et voir comment on va réguler et mieux surveiller ce que peuvent faire ces... L'IA et l'IA agentique ne remplacera pas le DSI. Oh là là, au contraire, ça va lui donner beaucoup plus de travail. Ni le RSSI. Ni le RSSI, absolument. Merci beaucoup à tous les trois. Thibaut Meyer, directeur des stratégies de sécurité chez Google Cloud, Bernard Montel, directeur technique terrain, évangéliste cybersécurité chez Tenable et Alain Issarni, le directeur général de SIAM. Merci encore à tous les trois. Nous, on enchaîne avec la question des logiciels de gestion des risques.
L'invité de notre Focus Solutions s'appelle Rémi Bellavoine. Bonjour, vous Bonjour. êtes le CEO d'Iskera. Alors, tout le monde n'a pas encore entendu parler d'Iskera parce que c'est quand même récent. Un groupe né du rapprochement de 3 spécialistes européens des logiciels, Devoteam, sa spécialiste AccuRedge, Pocket Result et Optisimo Group, donc spécialiste des logiciels de GRC, qui est l'acronyme pour gouvernance, risque et conformité. Pourquoi cette fusion maintenant ? Exactement. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de la création d'Iskera ? En fait, c'est le constat que souvent les risques sont gérés de manière en silo, en fait, au sein des entreprises. Et donc, Iskera, précisément, a été créé pour donner une visibilité complète aux dirigeants d'entreprise sur leurs risques, quelle que soit la nature des risques. Ça peut être des risques de cybersécurité, on en a beaucoup parlé dans cette émission, des risques humains, des risques opérationnels. Et donc, Iskera intervient avec ses solutions, donc Optimizo, AccuRedge, comme vous l'avez répété, et Pocket Result, pour proposer des cockpits de pilotage pour que chaque dirigeant de l'entreprise... Vous avez décidé de vous mettre ensemble, pourquoi ? C'est un moment où il faut structurer ce marché ? Oui, exactement. C'est un marché qui est assez fragmenté, qui est en croissance, et qui surtout nécessite des champions européens pour adresser vraiment les données extrêmement sensibles des clients européens et les problématiques qui sont de plus en plus importantes, avec des risques de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à maîtriser, et des réglementations, pareil, qui se multiplient. Oula. Et à travers lesquelles il faut naviguer, exactement. Oui. Et aujourd'hui, les champions, ce sont les Américains aussi ? Il y a beaucoup d'Américains qui sont face à nous, mais on a encore une fois, je pense, énormément d'expertise à montrer face à ces Américains. Et encore une fois, surtout, il y a de vrais enjeux de souveraineté, parce que c'est des données ultra sensibles. Par définition, les données de risque, c'est les données les plus importantes des entreprises. Avoir un acteur français avec des données hébergées en France ou en Europe, toute la R&D effectuée en Europe est absolument critique, je pense, pour les grands groupes, qu'ils soient français ou ailleurs en Europe. Alors, j'ai lu aussi dans l'annonce de la création d'Iskera que c'était notamment pour lutter contre le blanchiment d'argent. Oui, ça fait partie des risques qu'on gère. Pas principaux, mais ça fait partie des risques qui doivent être maîtrisés, notamment par toutes les entreprises financières. Oui, il faut de la traçabilité. Exactement. La lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, tout ça, c'est des sujets absolument clés. On ne peut pas passer à travers. C'est des enjeux qui sont gigantesques, non seulement pour les régulateurs, les superviseurs, mais aussi pour les entreprises et surtout pour le commerce international, c'est absolument clé. Il y a un autre risque, mais qui est un petit peu plus récent, celui-ci, c'est celui de la conformité dans le domaine de l'intelligence artificielle avec l'IA Act qui s'applique désormais. Oui, exactement. L'IA Act est extrêmement important. Donc, on a équipé nos solutions d'intelligence artificielle. Ça permet à nos clients de gagner du temps et surtout de faire des tests de manière beaucoup plus approfondie. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un test sur un échantillon, on est capable d'être complètement exhaustif sur un sujet, que ce soit des transactions, par exemple, ou la gestion des clients ou autre. Parce que ces logiciels de GRC, ça prend quelle forme ? Une forme de tableau de bord ? En fait, dans lequel on peut suivre ? La partie analytique est extrêmement importante, mais c'est vraiment des solutions de pilotage. C'est-à-dire que le premier objectif, c'est effectivement d'avoir une vision de ces risques. Quelles sont mes activités ? Quels sont les risques présentés par ces activités ? Comment je les maîtrise ? Comment je les anticipe ? Comment je peux les piloter au mieux ? Et derrière, il y a tout un ensemble de modules qui permettent de piloter ces risques, de mettre en place des plans de contrôle, de l'audit, des tests, et de piloter aussi tout ce qui est résilience d'entreprise. Et y compris, comment ça s'articule avec les logiciels et les plateformes de gouvernance de la cybersécurité ? Alors souvent c'est complémentaire. Surtout ça donne un niveau au-dessus en fait. L'idée c'est vraiment de gérer ce qu'on appelle l'enterprise risk, c'est-à-dire les risques dans leur ensemble, y compris les risques de cybersécurité. Mais ça comprend aussi la gestion des risques, comme je le disais, opérationnels, financiers ou autres.
Merci beaucoup Rémi Bellavoine. Je rappelle que vous êtes donc le CEO d'Iskera, donc Merci beaucoup. nouvelle initiative, un groupement pour gagner en souveraineté sur ces logiciels de GRC. Merci à vous. Merci beaucoup. On enchaîne et on termine d'ailleurs cette édition avec Culture C. On va s'intéresser aux journées francophones de la sécurité. À lire, à voir, à écouter, à visiter. On termine cette édition avec notre rendez-vous Culture C. Bonjour Alexandra Eteanu. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes avocate, une fidèle de Smartech. D'ailleurs, je vous remercie. Mais vous êtes aussi membre du comité de programme des GS Days, donc journée francophone de la sécurité de l'information et de la cyber. Ça se tient à Paris. Ce sera mardi prochain, le 20 janvier 2026. Quel est le programme en particulier de cette édition ? Alors déjà, j'aimerais saluer et rendre hommage à Valentin Jangbois, qui est l'organisateur de cette journée. Et c'est vraiment une journée, les GS Days, ça existe depuis 16 ans maintenant, c'est la 16e édition cette année. Et c'est vraiment une journée qui se veut de regroupement et de formation de tout l'écosystème cyber. Donc c'est vraiment un mélange de DPO, de RSSI, de CISO, des CESIRT, etc., qui se donnent rendez-vous ce jour-là. Et il y a toute la journée de 8h30 à 19h, donc à l'espace Saint-Martin dans le 3e, des formations, des tables rondes, des interviews. Il y a une table ronde qui est très intéressante le matin qui s'appelle la table ronde sur l'IA et la désinformation à la télévision. Notamment, il y aura France Télévisions qui sera présent, une personne de chez Viginum aussi, et qui expliquera comment est-ce que l'IA aujourd'hui peut influencer les médias, les réseaux, potentiellement les élections, etc. Il y aura aussi une table ronde qui est intéressante l'après-midi, à laquelle je participerai, sur comment est-ce que la cybersécurité façonne la législation, l'effet domino de la cybersécurité sur la législation, ou l'inverse, avec tout le casse-tête chinois qu'on connaît sur la réglementation cyber. Voilà, donc il y a plein de tables rondes, c'est à visée très pratique et pour tous. Donc voilà un peu le programme de cette journée-là, donc de 8h30 à 19h à l'espace Saint-Martin le mardi 20 janvier prochain. Donc c'est plutôt des débats, des discussions, plus que des solutions qui seront présentées, c'est ça ? Alors il y a aussi effectivement c'est un espace d'échange. Alors c'est pas du tout un espace qui est fait pour la prospection, c'est-à-dire qu'on va pas demander à certains fournisseurs de services de venir sur scène toute la journée pour présenter des solutions. Il y aura de temps en temps des personnes qui vont venir présenter certaines solutions techniques, mais c'est quelque chose qui sera un peu dispersé à travers des tables rondes où il y aura des débats, et on essaiera de trouver parfois des solutions quand même à travers ces débats-là quand même pour l'écosystème cyber. Le thème, j'ai lu que c'était le Rubik's Cube de la cybersécurité. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Écoutez, je suis dans le thème, sans faire exprès. Justement, c'est Rubik's Cube, ça fait penser un peu à casse-tête chinois, et c'est comment est-ce qu'à plusieurs, on peut s'imbriquer, alors l'organisationnel, la technique, le juridique, pour trouver des solutions dans un monde cyber où aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner chacun séparément, mais on doit tous se mettre ensemble pour trouver des solutions. Et donc, on trouvait que c'était joli et que c'était imagé de ce côté casse-tête qu'il faut régler tous ensemble aujourd'hui. Et vous êtes impliqué dans ces GSD, à quel titre ? Enfin, qu'est-ce qui vous a motivé en fait de vous inscrire dans cet événement en tant qu'avocate ? Oui, alors moi je fais partie du comité des programmes, et justement ce que j'aime dans cet événement, c'est le fait de parler pas qu'avec des juristes, mais avec des gens du terrain et un peu de partout. Et c'est justement ces regards croisés qui sont, je trouve, très intéressants, parce qu'on est dans un métier où c'est ce que je vous disais il y a 30 secondes, on peut pas travailler seulement nous les juridiques, donc c'est très intéressant pour nous d'avoir justement ces échanges avec des gens de la pratique et du terrain. Et vous espérez avoir beaucoup de juristes qui vont participer à ces journées ? Parce que c'est bien aussi que le risque juridique soit pris en compte dans la composante cyber. Il y a effectivement, alors il y a des DPO, il y a pas mal de DPO qui se sont inscrits, donc des délégués à la protection des données, donc certains sont juristes, et il y a quelques juristes qui sont aussi inscrits. Alors il n'y a pas que ça, mais justement tout le but de cette journée, c'est aussi de sensibiliser et de montrer que ça ne doit pas toucher que les juristes aujourd'hui, et que c'est quelque chose qui doit toucher en fait tous les métiers, en tout cas dans la cyber. Super, merci beaucoup Alexandra Eteanu de nous avoir donné ce rendez-vous. Je rappelle que vous êtes avocate et membre du comité de programme des GS Days. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Cyber, votre émission sur la confiance numérique, une émission que j'ai le plaisir de vous proposer et de présenter, qui est préparée aussi avec Émilie Roche, et à la réalisation les équipes de Bismart. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous.